Voilà, c'est Territoire Sénat qui démarre dans un instant avec l'actualité parlementaire et politique. Bonjour à ceux qui nous rejoignent avec les titres de cette actualité politique ce matin. Saveria. Bonjour à tous. La canicule s'installe en France. La canicule et ses conséquences. Pollution, report des examens. Les aléas climatiques ont des conséquences financières de plus en plus importantes. Comment particuliers et professionnels sont-ils indemnisés en cas de catastrophe? Nous en parlerons. Des parlementaires au secours de l'avion, taxe sur le kérosène, TVA sur les billets ou encore interdiction de prendre l'avion si une ligne ferroviaire peut remplacer le même trajet. Ces élus s'inquiètent de ces attaques contre le transport aérien. Nous en parlerons avec une des signataires de cette tribune, la sénatrice Josiane Costes. Et puis on connaît désormais le calendrier des textes débattus au Parlement cet été. C'est lundi que débute la session extraordinaire. Au menu, le texte sur Notre-Dame de Paris ou encore le texte énergie et climat. Nous en parlerons avec le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Je le disais en titre, la canicule s'installe en France. La canicule et ses conséquences, pollution, report des examens, les aléas climatiques ont des conséquences financières de plus en plus importantes. Comment particuliers et professionnels sont-ils indemnisés? Une mission d'information du Sénat s'est penchée sur le sujet. Les détails avec Adrien Develay. Octobre 2018. Les rivières débordent et ravagent le département de l'Aude. Tempêtes, sécheresses, inondations. Depuis 15 ans, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Après ces inondations, le Sénat a mis en place une mission d'information. Des catastrophes naturelles qui risquent de, peut-être pas d'être plus fréquentes, mais peut-être plus fréquentes et en tout cas plus violentes. Il faut que nous nous intéressions effectivement au régime d'indemnisation. Avec cette mission, les sénateurs veulent vérifier que les assurances pour les professionnels et les particuliers fonctionnent bien. Car pour que les indemnisations en cas d'avarie météo soient possibles, il faut impérativement que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. L'état de catastrophe naturelle correspond à l'intensité anormale d'un agent naturel et est décidé par un arrêté interministériel. Le régime qui le définit date de 1982, les sénateurs souhaitent le moderniser. En juin 2019, c'est le département de la Drôme qui est touché par des averses de grêle. Les aléas climatiques coûtent cher, très cher. En 2018, ils ont coûté 1,8 milliard d'euros aux assureurs français. Et à cause du réchauffement climatique, ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir. Au niveau mondial, les catastrophes naturelles ont coûté 273 milliards d'euros en 2017, un chiffre historique. La guerre des chefs relancée au PS. Rachid Temal a été évincé de la direction du parti par Olivier Faure, une décision que l'élu socialiste dénonce. Le premier secrétaire du parti aurait fait renouveler les instances dirigeantes sans concertation. Un nouveau psychodrame dans un parti aux abois. Cécile Sixou. Il n'y a eu ni débat, ni entretien et personne ne l'a prévenu. Pour évincer Rachid Temal de la direction du Parti socialiste, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, n'a pas mis les formes. Le sénateur du Val d'Oise a appris son limogeage par des journalistes alors qu'il était à Belfort. Mais il l'assure ce matin sur notre antenne, rien de dramatique. Quand je suis à Belfort avec des salariés, avec toute la gauche réunie, je découvre par des bruits de couloir que j'ai été évincé. Mais c'est pas grave, moi, encore une fois, c'est pas ça. Moi, je travaille sur le fond. Pourtant, sur sa page Facebook, le sénateur est beaucoup plus virulent. Dans une lettre ouverte à Olivier Faure, il dénonce la méthode et déplore les expulsions successives du parti depuis les européennes. Rachid Temal croit payer ses prises de position lors de ces élections et notamment son refus de voir Raphaël Glucksmann, tête de liste des socialistes. Dans les instances du parti, j'ai expliqué pendant très longtemps qu'il me fallait, à mon avis, plus important, qu'on fasse un choix d'une tête de liste socialiste. Olivier Faure aurait pu faire une excellente tête socialiste dans une liste ouverte à d'autres formations politiques. Voilà ma stratégie. Elle n'a pas été adoptée par le Conseil national, donc j'ai fait campagne. Et j'ai fait campagne pour Raphaël Glucksmann et la liste qu'il tirait. Si Rachid Temal compte rester dans la famille socialiste, ce nouveau psychodrame dans les instances du PS est un coup dur supplémentaire pour le parti qui n'a obtenu que 6,2% des suffrages aux élections européennes. Des parlementaires au secours de l'avion, taxe sur le kérosène, TVA sur les billets ou encore interdiction de prendre l'avion si une ligne ferroviaire peut remplacer le même trajet. Ces élus s'inquiètent des attaques contre le transport aérien et ils répondent désenclavement des territoires et développement économique. Samia Dechir.
Stop à l'avion bashing, dit une centaine de parlementaires. Leur tribune, publiée ce week-end dans le journal du dimanche, s'inquiète des attaques de plus en plus nombreuses, disent-ils, contre l'avion jugé trop polluant. C'est un mode de transport vital pour les zones enclavées, disent les signataires. La plupart sont des élus de territoires mal desservis par le train ou l'autoroute. Dans le Cantal dont Bernard Delcros est sénateur, il faut quasiment une journée pour relier Paris par les rails. Aujourd'hui, on a des entreprises dont les chefs d'entreprise se rendent chaque semaine à Paris. Ces chefs d'entreprise, si on leur propose à la place de l'avion qui met, mettons, 1h15, si on leur propose le chemin de fer avec 7 heures de trajet, forcément, ils vont réfléchir à la délocalisation de leur entreprise. Ne traitons pas tous les territoires de la même façon. Regardons concrètement les moyens de transport dont ils disposent et agissons en conséquence. Et quand l'avion devient le seul moyen efficace de transport, eh bien évidemment, il faut conserver l'avion. Nous ne sommes les représentants d'aucun lobby, disent les signataires. S'ils reconnaissent la nécessité d'adapter nos modes de transport face au réchauffement climatique, ces élus de la ruralité demandent un traitement différencié entre les territoires enclavés et les grandes métropoles. Voilà, on continue cette émission avec l'interview politique. On reçoit une sénatrice, Josiane Costes, qui est sénatrice du Cantal RDSE, dans un instant sur ce plateau. Bonjour Josiane Costes. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, c'est votre première fois. Oui, exactement. Bonjour Josiane Costes, merci d'être avec nous. Merci. Le Sénat vient donc de lancer une mission d'information sur les lignes aériennes, sur l'aménagement du territoire. Vous êtes rapporteur de cette mission et vous avez signé ce week-end dans le journal du dimanche une tribune. Arrêtez de taper sur l'avion. Quel est le message que vous avez voulu faire passer avec cette tribune ? Écoutez, avec cette tribune, le message que l'on veut faire passer, c'est que dans certains territoires, le seul moyen de désenclavement reste l'avion. Moi, je vis dans le Cantal, je suis sénatrice du Cantal, j'habite à Aurillac. Et il faut savoir quand même que pour rejoindre Paris depuis Aurillac, il faut 7 heures en train avec 2 changements. Et en voiture, il faut 6h30. Voire 7 heures si on s'arrête de façon prudente. Et nous sommes à 1h30 de l'autoroute. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que l'avion, c'est ça que vous nous dites. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen que l'avion. Non, non. Pour les chefs d'entreprise, on a quand même quelques entreprises dans le territoire, et heureusement pour nous, parce que nous avons des emplois et nous pouvons y vivre. Mais il nous faut l'avion pour nous déplacer rapidement sur la capitale. On ne peut pas se permettre de mettre 2 jours de voyage pour un jour passer à Paris. Ce n'est pas possible. Ce que vous dites dans cette tribune, la suppression de l'avion aurait des conséquences économiques et sociales dramatiques. C'est ce que vous nous dites, c'est ça? C'est dramatique si on supprime l'avion? Ah, tout à fait. Parce que les entreprises de notre territoire, moi je parle du Cantal, de ce que je connais, j'étais hier à Quimper, la situation est un peu semblable. C'est-à-dire que les entreprises qui sont donc dans le Cantal et dans le bassin d'Aurillac, si elles n'ont pas l'avion, elles ne pourront pas rester. Parce qu'ils reçoivent des clients venus du monde entier, qui voyagent en avion, qui veulent arriver rapidement, évidemment. Ils ne peuvent pas se permettre, ces gens-là, de passer 7 heures dans un train. Et donc, les entreprises quitteront le territoire. Elles nous le disent. Donc, la conséquence de tout ça, ce sera des destructions d'emplois, donc des gens qui ne pourront plus vivre dans le Cantal, qui partiront encore grossir les rangs des métropoles ou de la banlieue parisienne. Donc, ça n'est pas envisageable. Mais précisément dans ce climat où l'avion, on le sait, n'a pas bonne presse, est-ce que vous craignez la suppression de certaines lignes intérieures ? Nous sommes vigilants, donc c'est bien le but et c'est bien l'objet de la mission. C'est-à-dire, on va en parler. Donc oui, il y a des territoires où l'avion est incontournable actuellement. Mais est-ce que vous pouvez quand même entendre que des modes de transport alternatifs soient envisagés, voire souhaités ? Quand on voit la pollution qu'émet le trafic aérien. Mais tout à fait, bien sûr. D'abord, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'aérien a fait des efforts considérables quand même pour réduire la pollution. Vous avez des nouveaux avions comme l'Airbus 321 XLR qui consomment 30% de moins que les avions précédents. Donc il y a quand même des efforts. Il y a des efforts de recherche aussi sur de nouveaux carburants, sur du biocarburant, sur de l'hydrogène, sur éventuellement des moteurs électriques pour les courts courriers. Donc, des recherches sont en cours. Néanmoins, on ne peut pas nier la pollution émise par le trafic aérien qui est beaucoup plus importante. Juste pour que les téléspectateurs se rendent bien compte, je vais donner un chiffre. 63 kg de CO2 sont émis pour chaque passager d'un vol Paris-Nantes. C'est 66 fois plus que le même trajet en train. 66 fois plus. Ces chiffres, ils sont effarants.
Les chiffres sont effarants et lorsque les territoires sont correctement desservis par le train ou la route, il est évident que peut-être que là, l'avion n'est pas indispensable, tout à fait. Quand vous avez un trajet en train qui est... donc vous ne serez pas contre, pardon, l'idée de certains députés qui a été émise il y a quelques semaines, effectivement, de supprimer des lignes aériennes quand le même trajet peut être effectué en train. Il faut y réfléchir, bien sûr. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale. Bien sûr, quand un territoire est accessible en train à 2 heures en 2 heures, l'avion n'est pas indispensable, bien entendu. Il faut différencier les politiques. Il faut une différenciation de nos politiques territoriales. C'est ça qui est important. On ne peut pas traiter tous les territoires de la même façon. Votre mission, la mission dont vous êtes rapporteur au Sénat, porte sur les territoires enclavés, c'est-à-dire ceux qui ne sont effectivement pas correctement reliés ni par la route ni par le rail. Combien de Français sont concernés actuellement ? Écoutez, le nombre de Français n'est peut-être pas extrêmement important. Ça représente 0,5% du trafic aérien en France. Donc, vous voyez que c'est quand même peu, mais c'est tellement important pour les gens qui vivent dans ce territoire. Le Cantal, nous ne sommes que 145 000 habitants, mais c'est essentiel pour nous, sinon on ne pourra plus y rester. Donc, vous voyez, c'est peu de personnes, mais c'est extrêmement important pour ces citoyens-là qui ne sont pas des citoyens de deuxième zone. Josiane Costes, quelles sont les pistes justement sur lesquelles vous allez travailler pour ce rapport? Est-ce que vous allez travailler en particulier en ce qui concerne les lignes déficitaires? Et qu'est-ce que vous allez proposer? Donc nous nous concentrons surtout sur les lignes d'aménagement du territoire sous OSP, sous obligation de service public, c'est-à-dire qui sont soutenus par l'État. Donc nous faisons une cartographie vous voyez, de l'ensemble de ces lignes et nous regardons comment elles sont mises en place, par quelles collectivités, si elles sont mises en place par les régions, par les départements, par les communautés d'agglos ou les communautés de communes, comment elles sont financées et la qualité du service qui est effectué sur ces lignes. Alors avec la crise des Gilets jaunes, on a vu certaines revendications rejaillir autour des avantages accordés au secteur aérien, en particulier la taxe sur le kérosène. Est-ce que l'aérien n'est pas trop aidé et en tout cas très peu écologique? Est-ce qu'il y a trop d'aides sur le transport aérien? Écoutez, je pense que ce qu'il faut, c'est que les aides soient bien ciblées, qu'on aide là où vraiment on en a besoin, bien entendu. Et là aussi, peut-être que dans ces taxations, il faudra des différenciations. Selon les territoires. Donc notre mission va réfléchit d'ailleurs à ces sujets-là. Nous publierons le rapport en septembre et nous émettrons des suggestions ou des recommandations et peut-être que tout ça sera suivi par une PPL, je ne sais pas encore, mais voilà. D'accord. Et qu'en est-il de la taxation, précisément de la taxation du kérosène? Est-ce que là, cette taxation-là du kérosène, elle doit se faire au niveau européen? Oui, parce que ça a été dit à plusieurs reprises. Si ça n'est fait qu'au niveau français, qu'est-ce qui va se passer? Les avions, bien entendu, et les compagnies aériennes iront faire le plein dans des pays où ça n'est pas taxé, chez nos voisins. Donc, il est bien évident que cette taxation, elle n'a de sens que si elle est européenne. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Bien sûr. Josiane Costes, 145 000 habitants dans le Cantal. Exactement, et peut-être un loup. Une attaque de loup à Caullandre, dans votre département. Les clichés ont été remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le problème, vous le savez, vous connaissez cette affaire, ça fait tout à fait. Je connais même l'éleveur, monsieur. Vous connaissez l'éleveur. Oui. Le problème, c'est que cet office de la chasse et de la faune sauvage contestait absolument la présence de loups dans votre département, parlait de chiens errants. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des loups dans le Cantal? De plus en plus, on pense que oui, bien sûr que oui. C'est indéniable. Et donc là aussi, si vous voulez, il faudra quand même prendre des mesures adaptées. On ne peut pas tolérer les loups dans le département du Cantal. Moi, je veux bien qu'on protège les loups, bien entendu. Mais moi, je veux surtout... une bonne chose ou une très mauvaise chose? Alors, mauvaise chose pour les éleveurs, évidemment. Je pense que c'est dramatique pour les éleveurs. Mais les écologistes pensent que c'est une bonne chose de réintroduire le loup, vous le savez. Je le sais parfaitement. Mais là aussi, il faut raison garder. Bon, qu'on protège l'espèce, dans le cadre de la biodiversité, c'est tout à fait normal. Mais laisser des loups attaquer régulièrement les troupeaux au pied du Puy-Marie, parce que tout ça, ça se passe autour du Puy-Marie. Et l'été dernier, là, déjà, il y a eu Caullandre, mais vous savez, c'est de l'autre côté. Moi, je connais bien le coin, puisque j'ai vécu pendant 15 ans à Rionnes-Montagne, dans le Cantal, et où j'enseignais, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et donc, à Caullandre, cet éleveur, il a été attaqué plusieurs fois, c'est indiscutable. Il y a eu des photos qui ont été prises, il faut arrêter là. Il faut arrêter. Donc là, il va falloir faire quelque chose de façon urgente.
Merci beaucoup, Josiane Costes. Merci beaucoup. Voilà un tout autre sujet maintenant, le reste de l'actualité parlementaire. On connaît désormais le calendrier des textes débattus au Parlement cet été. C'est lundi que débute la session extraordinaire. Au menu, le texte sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le texte énergie et climat. Les détails avec Quentin Calmet. La lettre a été envoyée la semaine dernière. Le Parlement est convoqué à partir de lundi pour la session extraordinaire d'été, une session qui devrait courir jusqu'à la fin du mois de juillet. Au programme cette année, les textes en cours d'examen entre l'Assemblée nationale et le Sénat au gré de la navette parlementaire. Ainsi, les députés examinent cette semaine le texte sur la collectivité unique d'Alsace, déjà adopté par le Sénat, quand un autre texte doit revenir à la Chambre haute, celui sur Notre-Dame, prévu en séance le 10 juillet. On le sait, il y a des accords sur la reconstruction de la cathédrale entre l'Assemblée et le Sénat. D'autres textes majeurs pour le gouvernement terminent leur parcours législatif. Le projet de loi Blanquer sur la réforme de l'école et celui sur la santé. Tous les deux ont fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire entre sénateurs et députés. Mais le suspense perdure sur deux autres textes. Les deux chambres du Parlement parviendront-elles à un accord sur le projet de loi mobilité ou sur celui de la fonction publique? En fonction, le calendrier sera plus ou moins tendu selon le ministre des Relations avec le Parlement. L'idée que nous avions, c'était de terminer la navette de textes importants. Je pense à la loi d'orientation mobilité, j'ai cité école et santé. Il y a la loi fonction publique qui est encore en examen au Sénat cette semaine. À l'Assemblée nationale, va débuter le texte sur l'énergie et le climat. Et puis, il viendra ensuite au Sénat. Donc, c'est quand même des textes importants qu'on essaiera de clôturer au mois de juillet. Et puis, s'ils ne sont pas clôturés au mois de juillet, pour certains, ils reprendront au mois de septembre. Le projet de loi sur le climat et l'énergie qui sera examiné par le Sénat à partir du 16 juillet. Mais deux autres textes ou réformes sont très attendus en parallèle de la session parlementaire. C'est en effet en juillet que le projet de loi sur la PMA sera présenté en Conseil des ministres. Dans le même temps, Jean-Paul Delevoye devrait donner les grandes lignes de la très attendue réforme des retraites. Saveria maintenant, après le loup de Colandre, le loup du Parlement. Jean-Philippe de Rosier est avec nous pour l'œil 2. Il arrive sur ce plateau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. C'était de l'humour, bien sûr. Bonjour Jean-Philippe. J'espère qu'il y a un loup, mais que ce ne sera pas flou. Nous venons de le voir, c'est lundi que débutera donc cette session extraordinaire du Parlement. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce que c'est les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires pour que les téléspectateurs comprennent bien? Alors, la Constitution prévoit une session ordinaire par an qui s'ouvre le premier jour ouvrable d'octobre, alors généralement le 1er octobre, sauf si c'est un dimanche, et qui se termine le dernier jour ouvrable de juin, donc le 30 juin, sauf si c'est un dimanche, auquel cas c'est le 29 juin. Et au-delà, lorsque le Parlement siège entre le mois de juillet et le mois de septembre, on est en session extraordinaire qui est convoquée par le président de la République sur un ordre du jour déterminé. Et le Parlement donc va siéger quelques jours ou quelques semaines en juillet et habituellement aussi quelques jours en septembre. C'est maintenant presque une session ordinairement extraordinaire. Ce que j'allais dire, ces sessions extraordinaires, elles reviennent chaque année. Depuis 10 ans, même plus de 10 ans, la dernière fois que la dernière législature où il n'y avait qu'une seule session extraordinaire, généralement au mois de juillet et pas en septembre, c'était entre 2002 et 2006. La dernière fois qu'il n'y a pas eu du tout de session extraordinaire, je ne parle pas des années électorales, parce que là, généralement, effectivement, il n'y en a pas, mais ça remonte à 2001. Donc, vous voyez, c'est il y a presque 20 ans. Donc, effectivement, on a pris l'habitude de convoquer le Parlement pour lui faire les prolongations pendant l'été. Alors, parlons du fond maintenant. On a vu pour le calendrier de ces dernières semaines, à la rentrée vraisemblablement. Le premier texte examiné par le Sénat sera le texte proximité et engagement présenté par Sébastien Lecornu, le texte sur le statut de l'élu. Est-ce qu'on a déjà une idée un peu du contenu de cette loi? Alors, il y a eu un avant-projet qui a été préparé par le gouvernement, comme il se doit, et donc par Sébastien Lecornu, et qui a été transmis au Conseil d'État. Ce qui veut dire que le texte est déjà relativement abouti, il risque d'être modifié à la marge selon les recommandations du Conseil d'État. Et effectivement, on a là la volonté du gouvernement de prendre davantage en considération les élus, et en particulier les maires. C'est le résultat un petit peu du grand débat national qui les ont largement impliqués, dans lesquels est ressorti le fait que justement les maires devaient être davantage considérés. On se rappelle qu'en France, la plupart des communes, presque 32 000 sur les 36 000, comptent moins de 2 000 habitants. Donc ce sont de toutes petites communes, des maires qui n'ont pas beaucoup d'administrés et qui se
se dévouent entièrement à leur commune sans avoir beaucoup de revenus, qui ont parfois une autre activité et ils empiètent sur celle-ci, ce qui fait qu'ils diminuent d'autant plus leurs revenus. Et lorsque il n'y a pas beaucoup d'habitants, moins de 500, ils gagnent à peine quelques centaines d'euros de défraiement d'indemnité pour leur fonction municipale. Jean-Philippe, pourquoi le gouvernement accède enfin aux demandes des élus locaux? Il y a eu plusieurs propositions de loi, ici même au Sénat. Aucune n'ont abouti. Pourquoi là, aujourd'hui, ça se fait? Alors, elle n'a pas encore abouti, on va bien voir ce que ça va donner. Un projet de loi, mais il y a effectivement une volonté du gouvernement. C'est, je crois, une attente, mais il y a de la stratégie politique, évidemment. À la rentrée, en mois de septembre, on va rentrer en plein dans la préparation des municipales qui vont avoir lieu en mars prochain. On commence par le Sénat, on le prend en considération. On sait que... c'est une marque de considération de commencer l'examen par le Sénat. Évidemment, et la Constitution, alors on n'est pas véritablement dans l'organisation des collectivités territoriales. La Constitution impose que les textes qui concernent l'organisation des collectivités territoriales doivent être soumis au Sénat. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est les collectivités territoriales, donc c'est un signe envers le Sénat. Les rapports entre le Sénat et l'exécutif ne sont pas des mieux qui puissent être actuellement. On a la tension sur les institutions, et cette fameuse réforme qui est le loup de mer et le serpent de mer de l'exécutif. Et par conséquent, là, on cherche à faire un geste à la fois vers le Sénat et surtout vers les collectivités en vue des municipales de mars prochain. Très bien, nous en reparlerons. Merci beaucoup. Merci Derosier. Jean-Philippe Derosier. On vous retrouve dans vos tweets. Tout à fait. Fort à propos. Et sur la Constitution décodée. L'agenda. Voilà, les temps forts aujourd'hui à 14h30. Il faudra suivre, bien sûr, la suite de l'examen du projet de loi de la réforme de la fonction publique. Les sénateurs ont notamment validé une des mesures phares du texte, qui est le recours accru aux contractuels. À 16h45, c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct sur notre antenne. Et puis à 17h45, un débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 juin. Les 28 n'ont pas réussi à s'accorder sur le candidat pour succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Un nouveau conseil est donc convoqué pour le 30 juin. Un accord sur le nom du successeur doit être trouvé pour le 2 juillet. C'est le jour de la session inaugurale du nouveau Parlement. Merci Saveria. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne nationale et régionale, et avec une revue de l'actualité donc. L'actualité, c'est la canicule. C'est pour ça que je disais ça. Le bien public, la France est au ralenti. Elle est là, elle s'installe et elle a des conséquences. La canicule frappe la France et ça va durer toute la semaine. 53 départements du centre et de l'Est placés en vigilance orange, de Paris au centre, de l'Auvergne et la Bourgogne et l'Alsace, mais également en basse et moyenne vallée du Rhône. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a annoncé le report du brevet des collèges en début de semaine prochaine, les 1er et 2 juillet. Attention, la ministre de la Santé a prévenu que le ressenti serait pire qu'en 2003. L'inconfort sera supérieur car cette chaleur s'accompagne d'un très fort taux d'humidité, explique Agnès Buzyn. Alors, brevet reporté, canicule, comment les écoles également s'adaptent? Alors, si le brevet a été reporté sur décision du ministre, hier on vient de le dire, les plus jeunes, eux, ils restent en classe dans le Vaucluse. Certaines écoles les plus à risque ont été équipées de climatiseurs. Pour le reste, c'est le système D qui domine. Les écoles peuvent aussi adapter l'emploi du temps des élèves. Problème pour les syndicats enseignants, dans bien des cas, le bâti ne permet pas de répondre aux conséquences de la canicule, absence de volets ou de stores, notamment sur les baies vitrées, locaux mal isolés, points d'eau insuffisants, cours de récréation sans ombre. Résultat, des fédérations de parents d'élèves réclament la fermeture de certains établissements. Et puis à la une de La Voix du Nord, rédacteur en chef Patrick Jankelevitch, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp. Au boulot malgré tout, il est bien le titre. Énormément de professions n'ont pas le choix. Elles doivent affronter les très fortes chaleurs dans les pires conditions. Les premiers concernés par ces pics de chaleur, ce sont bien sûr les salariés qui travaillent à l'extérieur, les jardiniers, ouvriers du BTP, agriculteurs, employés d'entretien et de maintenance. Ils sont particulièrement à risque. Comment travailler sous le soleil par 40 degrés? Les employeurs font le choix d'adapter les horaires. Ils doivent également mettre de l'eau fraîche et potable à leur disposition. Et puis on l'a vu tout à l'heure dans un sujet du JT réalisé par le réseau VIA. Les pompiers sont à cran. C'est dans la dépêche du midi. 7 syndicats qui représentent plus de 85% des sapeurs-pompiers professionnels appellent à la grève jusqu'à fin août pour demander plus de moyens face à une augmentation de leurs interventions. Les pompiers
pointe notamment le désengagement de l'État de certains services, dont le SAMU, qui alourdit leur charge de travail. Il réclame une revalorisation salariale via une hausse de la prime du feu et la compensation du travail de nuit et des week-ends. Et puis elle a Je vous vois sourire. Non, à la une de Paris-Normandie, une photo amusante, 2 premiers ministres, un petit, un très grand. Il s'agit du Premier ministre russe et d'une autre Premier ministre, Édouard Philippe, ancien maire du Havre. Dimitri Medvedev avait, lui, été président avant d'être Premier ministre en Russie. Donc Édouard Philippe a accueilli hier son homologue russe Dimitri Medvedev dans la ville où il a été maire. C'est la première visite d'un haut responsable russe depuis celle de Vladimir Poutine en 2017. Le Premier ministre qui a joué au guide touristique pour se rapprocher de son homologue. L'objectif était surtout d'ouvrir un nouvel espace de discussion entre les deux pays. Emmanuel Macron considère que la qualité du dialogue gagnerait si nous pouvions créer de nouveaux espaces de dialogue, justement, a expliqué Édouard Philippe. Merci beaucoup, Saveria. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Très bonne journée à tous. Nous, on reste ensemble. Dans un instant, la météo des territoires, c'est utile pour voir si vous êtes en zone caniculaire. En principe, vous l'êtes, puisque toute la France y rentre maintenant. Et puis ensuite, on regarde le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec également ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Certains disent que nous en faisons trop. En réalité, je pense que c'est faux parce que beaucoup minimisent l'impact de cette chaleur importante sur le corps humain. C'est une vigilance toute particulière dans les services d'urgence, les services de santé comme les EHPAD qui seront aussi prises pour permettre d'abord d'avoir les mesures de prévention d'hydratation, les mesures d'accompagnement et les prises en charge les plus rapides des personnes les plus vulnérables. Mais la première des solutions, je le redis, c'est cet acte de vigilance de chacun. Prendre soin de l'autre, boire, ne pas s'exposer au soleil. C'est en fait être responsable, je crois que c'est important. Sans cravate ce matin, que se passe-t-il ? C'est rare, hein ? Mais vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple au travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules. Au regard aussi de l'intensité de la canicule, et en accord avec le Premier ministre, et en lien avec le ministre de la Santé, j'ai pris donc la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elles devaient avoir lieu normalement jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet. Quand on regarde la courbe des températures en France, depuis 1900, les températures ont augmenté de 1,4 degrés. Et elles pourraient, d'ici la fin du siècle, augmenter de 2 à 4 degrés par rapport à 1990. Donc on est clairement, maintenant, ce n'est plus une fiction. Il faudra arrêter l'hystérie collective sur la chaleur. Nous sommes au mois de juin, nous sommes au début de l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Il ne faut pas rentrer dans cette psychose qui est un petit peu, il faut le dire, affligeante. Ce qu'il faut que tout le monde entende, c'est que si on continue sur le scénario qui est le nôtre aujourd'hui en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une canicule comme celle de 2003 ou comme peut-être celle qu'on va vivre tous les 2 ans en 2100. Tous les 2 ans, c'est-à-dire que ça devient la norme. La vérité, c'est ce qu'a dit l'Agence internationale de l'énergie il n'y a pas longtemps, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le CO2 et donc contre l'effet de serre et donc contre les canicules si on sort prématurément du nucléaire. Il y a une forme de déni sur le dérèglement climatique. Pendant longtemps, on a dit ça ne va pas nous toucher. Ou on disait plus 1 degré, en moyenne, il va faire plus 1 degré. C'est pas ça. Le dérèglement climatique, ce sont des épisodes météorologiques très violents, très brutaux, plus intenses et plus fréquents. Malheureusement, le mouvement écologiste qui a beaucoup de vertus, qui était très utile comme précurseur, comme lanceur d'alerte, malheureusement est enfermé historiquement dans cette contradiction.
En fait, on a besoin sans doute d'une grosse génération encore de nucléaire. Voilà, demain, c'est Laurent Hénard, le maire de Nancy, qui est président du parti Radical, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau dans Territoire d'Info. D'ici là, passez une bonne journée, protégez-vous de la canicule. Merci de votre fidélité et à demain, au revoir.